sous des costumes, on veut donner le change. C'est pas l'amertume au fond qui dérange. En dépit de nos plumes, nous ne sommes pas des anges. Mais c'était écrit comme une romance, quelques fantaisies et beaucoup d'impatience. Mais c'était écrit avec insolence et autant de mépris pour si peu d'importance. Qu'importe votre nom et vos familles précieuses, oubliez vos leçons et vos lois vertueuses. Nous avons des façons scandaleuses. Et quant à nos liaisons, on les aime dangereuses. Mais c'était écrit comme une romance, quelques fantaisies et beaucoup d'impatience. Mais c'était écrit avec insolence et autant de mépris pour si peu d'importance. On se joue de la nuit, le jour n'est que danse. Pour éviter l'ennui, on tente notre chance. Mais c'était écrit comme une romance, quelques fantaisies et beaucoup d'impatience. Mais c'était écrit avec insolence et autant de mépris. C'était écrit comme une romance, beaucoup de jalousie et bien peu de prudence. Mais c'était écrit au prix de vengeance qui mène à la folie. C'était écrit. Bonjour à tous, on est aujourd'hui ici pour parler des liaisons dangereuses et j'ai avec moi Kevin et Grégory qui vont tout d'abord se présenter et après nous en dire un petit peu plus sur ce musical. Tu veux commencer? Non. L'honneur aux plus jeunes. Bonjour, je suis Kevin Meunier et je suis l'auteur et on peut dire l'instigateur de ce projet, on va dire ça comme ça. Osons. Donc voilà, donc les liaisons dangereuses, ça a été un projet que j'ai initié il y a déjà pas mal d'années. Et donc quand j'ai rencontré Greg, il me fallait quelqu'un avec un vrai talent de compositeur parce que moi j'avais la plume mais il me manquait encore le piano. Et donc voilà, je me suis surtout attelé à l'écriture des textes et je te laisse poursuivre. Et donc moi je suis Grégory Garel, donc je fais de la comédie musicale depuis 10 ans en tant que danseur, comédien, chanteur. Et j'ai rencontré Kevin il y a 3 ans, il était sur le Val des Vampires, j'étais sur le Magicien d'Oz et il m'a tout de suite parlé du projet. J'ai mis un peu de temps à le suivre et puis en fait quand on a lancé la machine, on ne s'est plus arrêté. Et voilà, donc maintenant on a un beau spectacle écrit. D'aucuns diraient qu'il a tout de suite accepté, mais moi je dirais qu'il a tout de suite refusé. C'est vrai. Ça a été une entrée en matière des plus sympathiques, mais j'ai réussi à le convaincre. De gré ou de force. Ouais. Ah bah du coup il va falloir raconter l'histoire. Ah non, c'est juste Non. que j'étais... Non mais je travaillais, j'avais plein de tournées à l'étranger, c'était compliqué. Ouais. Et en fait ça n'a pas été tellement plus simple après non plus. Mais Non, ça n'a pas voilà. été plus facile parce que quand il a accepté, au final on a beaucoup travaillé à distance. À distance, ouais, par Voilà, avec Skype. les tablettes, avec téléphone portable et autres, et c'est vrai que ça a été un peu compliqué, mais au final, on s'en est pas si mal sorti de ça. C'est le genre de projet sur lequel on travaillait au quotidien, donc il fallait être disponible. Et j'ai attendu d'être disponible, et quand je ne l'ai plus été, j'ai quand même continué à travailler dessus. Donc voilà. En réalité, je l'ai eu à la ruse, il a fallu que je dupe un peu parce que ça a été compliqué. Donc, je vais présenter les premiers textes de chansons, mais qui n'étaient pas des chansons du spectacle. Il dit ouais, je vais te faire une musique dessus, donc il a fait des musiques dessus. Puis très discrètement, j'ai commencé à rentrer des textes qui étaient du spectacle. Il me dit c'est bien ça, c'est intéressant, bah, vas-y je t'en donne un deuxième, puis un troisième, et puis voilà, après un peu plus d'une trentaine de morceaux plus tard, il a finalement dit ouais bon on va travailler sur le spectacle, comme c'était déjà fait. Voilà, donc le spectacle est un peu né comme ça, par ruse, je l'ai dupé. Ça veut dire qu'il y a déjà plus de 30 morceaux sur ce spectacle qui sont prêts? Ou le spectacle est même entièrement prêt, musicalement il est entièrement- Il est entièrement fait. Donc D'accord. Il est tous entièrement les numéros, ce qu'on appelle des numéros dans un spectacle musical, donc même une petite reprise d'une chanson qui ne durerait que 30 secondes en fait. Donc en tout, on a bien 38 numéros, un truc comme En tout, on est à 39 chansons.
en tout et pour tout, et il y a juste une 40e, mais qui est purement musicale, donc qui est pas... Le rappel. Oui, on va dire ça comme ça, ouais. Enfin, c'est pas musical, non, le rappel c'est. Non, parce qu'on a effectivement on a la chanson de rappel en plus, mais parce il y a des petits tableaux qui sont exclusivement musicaux dans le spectacle. Donc voilà, on est à environ 40 tableaux en tout et pour tout. Et pourquoi avoir choisi ce sujet, les liaisons dangereuses, et pas un autre sujet? Pourquoi pas des souris et des hommes? Pourquoi pas... Ça peut être une idée. Moi, parce qu'on me l'a gentiment proposé. Moi, c'est une histoire qui remonte à bien plus longtemps que ça. On fait de l'archéologie là, à ce niveau-là. Puisque j'étais en fait au lycée quand j'ai découvert l'ouvrage. Ma prof de français m'avait offert le livre. Et en fait, je l'ai dévoré. Je me suis dit, c'est une histoire extraordinaire, il faut travailler dessus, il faut faire quelque chose avec. Et bon, des pièces de théâtre, on en avait déjà eu moult. Caméra, tombe mal, je ne sais pas filmer, donc c'est pas mon job. Et je me suis dit, une comédie musicale, c'est super. Je venais d'un milieu d'artistes, auteurs, compositeurs, interprètes. Je me suis dit, on va faire quelque chose avec ça. Et donc j'ai commencé à écrire. J'étais encore au lycée, donc il y a environ 16 ans, et j'ai commencé à travailler dessus. Puis je l'ai un peu mis de côté, puis je suis revenu, puis je l'ai remis de côté. Et quand je suis arrivé sur le bal, j'ai rencontré des chanteurs et chanteuses à qui j'ai proposé d'essayer de poser la voix dessus. Et le projet a commencé à ressortir de manière beaucoup plus sérieuse. Et quand j'ai rencontré Greg, j'ai dit on y va, on s'y met. Et donc ça s'est créé de manière très impulsive, c'est-à-dire sur toute l'étendue de l'histoire. Et pourquoi les liaisons dangereuses? Parce que c'est l'histoire peut-être la plus fascinante qui soit. C'est-à-dire que c'est du sexe, c'est de la trahison, c'est du mensonge, c'est de la manipulation. Les deux héros principaux sont les deux grands méchants. Et moi j'adore les méchants, je trouve ça fascinant dans les histoires de voir les grands méchants. Il y a toujours quelque chose d'extraordinairement fascinant. On se dit, oh là là, si on n'avait pas de scrupules et si on n'avait pas d'état d'âme, peut-être qu'on deviendrait ces gens-là. Et donc ça nous permet de... Quelque part, il y a un côté un peu catharsis. Ça nous permet de voir le côté noir en nous, mais à l'extérieur. Et c'est vrai que c'est une histoire qui finalement, le contexte est très temporalisé, mais le côté manipulateur est complètement intemporel. Et moi je trouve ça délicieusement fascinant et je pense que les gens vont complètement se retrouver dedans. Et ça avait en fait tous les ingrédients pour... On a les gentils, on a les méchants, on a les gentils qui deviennent un peu plus méchants, on a les méchants qui ont des bonnes raisons et qui à la base étaient gentils. Donc on découvre tout ça, c'est une vraie méga structure et on s'ennuie jamais en fait. Justement, l'histoire que vous allez nous proposer, elle se passera à quelle époque? De nos jours, dans le passé, dans le... Tu veux... Non, alors... Dans le futur, sur un satellite à 10 000 années. On la date pas en fait, on l'inscrit pas dans une époque. Enfin... oui et non. Alors en tout cas, certainement pas de nos jours, et certainement pas à l'époque de l'histoire dans le livre en fait. On va pas retomber dans les mouches, les perruques, les lampes poudrées, on va pas tomber là-dedans du tout. Par contre, il faut y faire référence et l'évoquer dans le stylisme, en fait, dans les costumes, etc. En modernisant le tout, sans savoir vraiment à quelle époque on est, je sais pas comment expliquer ça. En fait, l'idée c'est que le fond reste très 18e siècle, c'est-à-dire qu'on se trouve en 1782, enfin globalement 1782-89. On est vraiment sur la fin. Et après, c'est vrai que c'est compliqué parce que c'est une histoire qui a été datée par l'auteur, mais pas entièrement. Donc en fait, ça nous laisse une marge de manœuvre. Et l'idée, c'est qu'on n'avait pas envie de tomber dans l'écueil qui est assez facile en réalité, qui est de faire simplement quelque chose de purement et typiquement classique. On l'a déjà fait plein de fois, on l'a vu plein de fois sur plein de spectacles, on n'avait pas trop envie de ça. Donc en fait, l'idée, c'est de garder quelque chose qui, dans le fond, dans la trame, reste temporel, qui date de, effectivement, 18e siècle. Dans le style, le vocabulaire, on est assez proche de ça également. Après, c'est plus pour le côté visuel, on avait un peu envie de casser ce style-là, parce qu'effectivement, comme disait Greg, se retrouver avec des perruques, des mouches, etc., c'est bien, mais enfin, on veut pas faire un remake de Les liaisons vachement dangereuses des inconnus. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, allez jeter un œil sur YouTube, c'est toujours intéressant. Et l'idée, c'était justement d'arriver à casser un peu ça. Et donc, sur le point de vue visuel et même un peu musical, l'idée, c'était d'arriver à tomber sur quelque chose, non pas de moderne, non pas non plus de futuriste, mais au contraire d'avoir une espèce d'anachronisme. Et donc, du coup, on est parti davantage sur un style plus déstructuré, plus punk, plus... on est capable de prendre un style visuel qui date de l'époque, c'est-à-dire d'avoir le même style de vêtements, les mêmes robes, les mêmes corsets, et puis de rajouter des éléments ou de casser les structures de ces visuels-là pour en donner quelque chose de complètement atemporel. Donc on est un peu sur une espèce de rétrofuturisme. Ouais, en fait, on est dans de... Comment on dit
pas dans de l'invention, dans la création d'un style en fait. On ne l'inscrit pas dans un style années 30, style années 40, en fait on crée un style pour les liaisons dangereuses. Ouais. Au niveau de l'écriture, est-ce qu'on est plus proche du roman original de Laclos? Est-ce qu'on se rapproche du film avec Glenn Close et John Malkovich? Ou du film avec Sarah Michelle Gellar et Ryan Phillippe? Est-ce que c'est un mix de tout ça? Alors, moi je dirais déjà que le film avec Glenn Close est assez proche, est très très proche du livre. Ouais. Après, on n'est pas dans la version moderne avec Ryan Phillippe et Sarah Michelle Gellar, quoique. Bien qu'on on adore cette version. Non, mais je pense qu'on amène de la modernité du coup dans le style comme on en a parlé, et dans les styles musicaux et dans ta plume, ou dans les dialogues, peut-être un peu plus d'actualité, enfin voilà. Mais au niveau de l'histoire, je pense qu'on a vraiment été très fidèle au livre plutôt. Après, il y a une difficulté avec cet ouvrage, c'est qu'on est dans un roman épistolaire, donc tout se passe par correspondance. Les gens sont rarement ensemble quand ils communiquent directement, c'est toujours des rapports. Et c'est un livre qui laisse beaucoup d'éléments en suspens, beaucoup d'ellipses, beaucoup de choses restées en secret. Et c'est vrai que quand on fait un roman, on peut se permettre ça. Quand on fait un film, on peut se permettre ça. Quand on fait un spectacle, ça n'est pas pareil. Une comédie musicale a besoin d'être un petit peu plus explicite. Et c'est vrai que du coup, on a pris des micro-libertés, vraiment toutes petites, pour arriver à justement donner des éléments de réponse que l'ouvrage n'apporte pas. Et c'est vrai que du coup, ça nous a permis de créer des tableaux qui, en plus de ça, dynamisent la création. Et ça nous permet également d'avoir des jolis tableaux d'ensemble, d'avoir des morceaux qui mettent un petit peu plus de tempo et un peu plus de levée. Et ça nous a permis également de donner peut-être plus d'importance à certains personnages qui sont extrêmement passés au second plan dans l'ouvrage. Spécifiquement, par exemple, le rôle d'Émilie, la prostituée. Émilie qui apparaît 2 fois dans l'ouvrage et qui en réalité ne s'exprime jamais et n'a jamais de vraiment rôle. Là, on lui a donné un vrai rôle, elle a une vraie utilité, et c'est un élément clé de l'histoire, parce que du coup elle apporte les réponses qui manquent à l'ouvrage, donc ça nous permet d'étayer un petit peu ça. Après le reste, c'est vrai qu'on est resté très très proche au niveau vocabulaire, au niveau textuel. On a essayé de rester vraiment au plus près du style, et en même temps pas trop non plus, parce que le style de l'ouvrage alors c'est mon bouquin préféré, donc je m'autorise à le dire, mais c'est un bouquin qui est extrêmement pompeux dans la manière d'écrire, c'est épouvantablement lourd. Et le fait est qu'à l'époque, on n'écrivait pas comme ça, en réalité. Quand on prend des correspondances déjà de l'époque, quand on prend des lettres, on voit le style, c'est déjà beaucoup plus léger. C'est-à-dire que même quand l'ouvrage est sorti à l'époque, il paraissait déjà un peu pesant. C'est-à-dire que c'est comme aujourd'hui, si on lit du Proust, on se dit « Oh là là, c'est sympa, mais enfin, aujourd'hui, ça ne paraîtrait plus, personne ne voudrait publier ça. » C'est une merveilleuse histoire, mais le style est extrêmement lourd. Et c'est vrai qu'on a voulu un peu alléger l'ensemble, et donc on s'est autorisé ça, on a un peu allégé le style pour essayer de le moderniser un tout petit peu, mais en gardant toujours le fond tel quel. Et puis après le reste, c'est vraiment pour les tenants, les aboutissants de l'histoire, où on s'est autorisé quelques tergiversations. Est-ce que ça fait pas peur d'aborder un sujet classique quand d'autres avant vous ont essayé et n'ont pas réussi? Je pense à Autant n'emporte le vent ou Le Rouge et le Noir qui n'ont pas fonctionné, ou qui n'ont pas fonctionné comme ils l'espéraient. Personnellement, j'ai pas peur de ça, parce que le truc, c'est que on n'a pas de recette. On voit effectivement, d'accord, Autant n'emporte le vent, bien qu'Autant n'emporte le vent en réalité est arrivé au maximum de son exploitation. Le contrat a été basé sur 200 représentations, pas plus d'une. Les ayants droit ont réclamé ça, donc ils n'ont pas pu aller plus loin. Le Rouge et le Noir, voilà. On va dire que c'est compliqué, parce que Le Rouge et le Noir, il y a Le Rouge et le Noir, il y a d'autres spectacles qui sont tombés dans le même écueil, c'est-à-dire qu'il y a un public qui a aimé, et malheureusement il y a d'une part le côté public, et de l'autre côté il y a le côté financier. Et ce sont 2 trames complètement différentes. Nous on ne s'attarde que sur une, c'est savoir ce qui va plaire aux gens. Après le côté financier, c'est pas notre boulot. Mais j'ai envie de dire qu'il y a de grands classiques, justement, comme Notre-Dame de Paris, qui ont connu leur succès, Les Misérables qui ont connu leur succès. À part Victor Hugo qui... voilà, on en a quand même certains qui ont réussi à sortir. Et encore Les Misérables à Mogador. Bon, après, après j'ai envie de dire, c'est une question de production, c'est pas une question de... C'est une question de production, et ça dépend pas de nous. Et après, en fait, on s'intéresse même pas à ça, parce que si on commence à se dire « Oh là là, enfin bon, du classique, les autres classiques se sont vautrés », on fait plus rien. Et non, moi je dis au contraire, c'est justement ça qui est fascinant, c'est de relever un peu un défi. Et puis c'est vrai que les liaisons dangereuses, c'est hyper intéressant, ça n'a jamais été fait en comédie musicale, et les gens ont beaucoup d'attrait pour ça. Quand on en a parlé à tous les artistes à qui on a présenté le projet, beaucoup nous ont dit
ah mais ça fait longtemps qu'on se demande pourquoi est-ce que personne n'a jamais écrit sur le sujet, ce serait fascinant à faire, donc on s'est dit bon on a peut-être touché à quelque chose de sympa, il y a peut-être une corde sensible par là. Donc au contraire, non, on n'a pas forcément eu d'angoisse par rapport à ça, on s'est dit il y a peut-être un créneau sympa, et puis c'est une histoire fascinante qui parle à tout le monde. Ouais, complètement. Tous les gens à qui on parle, enfin tout le monde connaît les personnages, les différentes intrigues, même si ils connaissent en gros, vraiment ils attendent de savoir Merteuil, Valmont, qui va faire ça, quelle chanson, comment, enfin il y a un vrai attrait quand même, directement quoi. Dès qu'on lance le nom, ah oui, enfin... Donc on se dit que c'est une bonne idée, je pense. Oui. Finalement. L'histoire en elle-même est fascinante. Après, c'est avec l'aspect financier, on le voit aujourd'hui, nous sommes dans une espèce de marasme financièrement d'un point de vue spectacle musical en France. Mais honnêtement, ça ne nous fait pas peur parce que sinon on ne crée plus. Voilà, si on se dit c'est un risque. Et puis après, ça dépendra des prods aussi. Hein. Ce sont les producteurs qui assureront cette partie-là. Donc nous, on a fait de notre mieux pour faire un beau bébé. Advienne que pourra pour la suite, mais non, on y part avec beaucoup de confiance. Au niveau des artistes, est-ce qu'il y a déjà des noms qu'on peut annoncer? Moi je suis très difficile. Moi je dirais non, il n'y a pas de nom qu'on peut annoncer. Parce qu'on sait qu'il y a déjà des gens, des artistes qui ont enregistré des. Il y a beaucoup d'artistes qui sont intéressés à notre projet, qui viennent le soutenir et qui nous aident. On a une trentaine d'artistes déjà qui sont venus enregistrer parce qu'on avait besoin de matériel pour pouvoir présenter le projet, pour pouvoir nous travailler, pour pouvoir changer des choses, pour pouvoir avoir le recul nécessaire pour écouter, pour se rendre compte. Et c'est des gens qui sont venus, qui ont dit oui tout de suite. Personne n'a dit non, en fait, personne. Non. Tous les gens à qui on a demandé ont dit oui. Et donc la question était annoncée. On peut vous parler des gens qui sont venus enregistrer. On ne peut pas annoncer un cast aujourd'hui. Non, parce que ça, c'est pas quelque chose qui dépend de nous, c'est déjà la production qui décide. Lorsqu'on fait un spectacle, nous, évidemment, on amène de la matière première. Après, de dire on garde pas. C'est vrai que nous avons un cast-voix, donc de moins une trentaine de personnes pour les rôles principaux et les ensembles. Et évidemment, on peut parler de ceux qui sont venus. On peut dire qu'on adorerait travailler avec eux, évidemment, parce qu'on ne les a pas choisis au hasard. On les a choisis parce qu'il y avait naturellement quelque chose dans l'énergie, dans la voix, dans le style du personnage. On a déjà présenté quelques extraits sur internet de ce que ça pouvait donner et c'est vrai qu'on est fasciné par ce qu'ils ont réussi à faire naître. Là récemment on a publié un extrait de Marie Glorieux qui interprète un tout petit morceau de l'une des chansons de Merteuil, de la marquise de Merteuil, donc la méchante du spectacle. Et évidemment quand elle est arrivée, nous on avait notre chanson qui était là sur papier, sur piano, mais ça n'existe pas tant que personne ne le met en vie et d'un coup elle arrive et puis elle nous dit alors quel style vous voulez? Non vas-y, va avec toi-même avec ton énergie et paf elle ouvre la bouche et la voix sort et on se dit ah ouais même nous on n'imaginait pas ça. Après on la dirige quand même. Évidemment on dirige parce que nous on a une idée puis parce qu'on sait surtout à quel moment la chanson se trouve dans le spectacle et qu'on a besoin d'apporter des nuances, mais voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est quand on amène une voix, d'un coup il y a une vraie personne, il y a une vraie personnalité, il y a un vrai personnage qui d'un coup naît. Et donc voilà, on a eu Marie Glorieux pour Merteuil, on a eu Bastien Jacquemart qui fait le rôle de Valmont. Qui est incroyable. Là pour le coup, il a enregistré 9 chansons en un après-midi en 3 heures, il connaissait les chansons par cœur, il les jouait au piano. C'est assez fantastique. Incroyable. Ouais, donc on a été plutôt bien portés pour le coup. Après évidemment on a beaucoup d'autres personnes qui sont venues, qui ont campé les autres rôles. On a eu Sophie Delmas, Candice Paris, Virginie Ramis, Jérémy Petit, on a eu Johanna Mendil, Divine Génie, Cerise Calixte. Donc on a eu beaucoup de monde venu poser la voix. Donc, pas mal de personnes de stage en fait. Oui, qui sont passées par stage. C'est vrai, mais pas que. Ah, pas tant que ça en fait, moi. Ah non, je dirais pas. Non, pas tant que ça. Ah oui, Sophie, oui, Sophie sur Mamma Mia. Sophie, Marie Glorieux, il est passé aussi chez Katz. Ah oui, Marie, c'est oui. Donc Bastien Jacquemart. Bastien qui aurait dû malheureusement. On n'avait pas fait le rapprochement, mais exact, tout à fait. Donc il n'y a pas de coïncidence ou de volonté. Non, mais même pas du tout en fait. Non mais parce que pour moi, tu sais même Virginie, non mais ridicule. Je suis complètement out sur les CV de mes artistes. Non mais ou non mais c'est pas ça, mais Marie, Candice, Bastien et Virginie et même Sophie, je les associe pas à stage. Non, c'est vrai. J'associe Ludivine, Johanna, Cerise. On les a pas forcément connus dans ce contexte-là, donc on les a rencontrés beaucoup ailleurs. Et puis c'est vrai que c'est un petit milieu où finalement tout le monde est passé quasiment par toutes les mêmes prods et puis tout le monde se connaît, donc c'est vrai qu'il y en a pas. En fait, c'est que des gens avec qui on a déjà travaillé. On parlait du côté de l'histoire où il y a de la manipulation, des complots, du sexe.
amener, on va en parler puisque c'est un sujet qui plaît, hein, faire de l'audience. Forcément. Amener du sexe sur scène, c'est difficile ou la mise en scène n'est pas encore écrite? Alors, Moi je dirais que c'est génial, mais bon. on adore forcément. Ah oui, c'est vrai que toi, t'as déjà joué nu. Ah oui, oui. Bon, on n'a pas tout vu, normalement. Ouais, Je sais pas. Sauf quand je gérais mal la serviette. merde. Oui, c'est renseigné. Ouais, oui, t'as vu, hein, c'est bien. Les dossiers sont prêts. Non, en fait, oui et non. Pour ta question, en réalité, la mise en scène est déjà faite, nous, dans notre tête, puisque quand on adapte un roman comme Les Liaisons Dangereuses, on est obligé d'avoir en fait une mise en scène déjà en tête. On ne peut pas écrire, on ne peut pas faire une trame, on ne peut pas faire une suite de chansons si on ne sait pas comment les choses vont se passer. Donc nous, dans notre tête, on sait déjà ce qui va se produire. Après, évidemment, le metteur en scène lui fera son travail à sa sauce, mais on a déjà l'idée, et c'est toujours amené avec beaucoup de goût. On n'avait pas envie de faire non plus du vulgaire, donc c'est amené de manière très délicate, et les chansons sont écrites également de manière à ce que justement les artistes puissent passer par ces scènes-là sans que ça tombe dans le vulgaire. Et moi, j'avais eu cette discussion justement à propos d'un de mes amis qui m'a raconté, qui a un peu plus de bouteilles que moi, parce que moi je n'ai que la trentaine, donc j'ai pas connu cet épisode-là, mais qui m'avait raconté la sortie du film Emmanuel en scène, lorsqu'elle est sortie en salle, donc un film érotique qui était très culte à l'époque, et il me disait, on ne voit en réalité pas grand chose dans le film, et en fait les moments où il y avait le plus de tension, où on sentait le plus de chaleur dans la salle et où les gens étaient le plus au taquet, c'était justement quand on ne voyait pas et quand c'était suggéré. Et en réalité, si on représente les choses de manière très crue et très premier degré, ça n'a pas d'intérêt puisqu'on ne laisse rien suggérer. Et au contraire, si on fait ça avec beaucoup de goût, si on laisse deviner les choses, d'un coup il y a une vraie tension qui se crée. Donc l'idée c'était justement de ne pas tomber dans ce côté très brut de pomme et de pouvoir laisser un petit peu suggérer. Et je sais pas si tu as des choses à ajouter. Moi, je dirais que c'est là que la musique intervient. Ouais. C'est par la musique qu'on va mettre mal à l'aise les gens en fait. Ouais. C'est pas du tout par les mots ni par le visuel. Enfin, on a travaillé là-dessus quoi. Il y a des scènes quand même. Quand il faut que ça mette mal à l'aise le public, même pendant 1 minute, qu'après on passe à autre chose, il faut y aller. Et la musique, elle a vraiment pour ça. C'est là que c'est intéressant de mettre ça en musique en fait, par rapport à le jouer comme une pièce de théâtre, je trouve. Ouais. En plus, la musique va réveiller des émotions C'est ça. qu'un visuel va pas forcément produire de la même manière. Donc C'est un autre travail. Ouais. Tout peut fonctionner, mais là, pour le côté sexe et malsain, je pense que c'est ça l'inquiétude des gens, c'est la musique qui s'occupe de tout en fait. Et ça, c'est génial. Pourquoi cette plume violette pour le visuel qui peut-être n'est pas encore définitif non plus? On a contacté des graphistes et en fait, non. Mais en fait, non. Mais en fait, non, pas du tout. Non, c'est toi. En réalité, moi, j'ai eu plusieurs casquettes au fur et à mesure, au fil du temps, et graphiste, ça a été l'une de mes casquettes. Donc, je faisais des sites internet, des visuels, je faisais plein de choses. Je travaillais pour beaucoup d'artistes qui sortaient des Real TV et compagnie. Et je me suis dit, j'ai une idée en tête, j'ai envie de juste la mettre sur papier parce que c'est important pour moi, le visuel, je suis très sur le graphisme. Et je me suis dit, je vais le faire. Donc je l'ai fait comme ça, et puis c'était vraiment juste une représentation, parce que quand on fait les dossiers, c'est bien d'avoir une jaquette ou un truc comme ça. Donc voilà, on est parti un peu, on est un peu parti comme ça, et au final, quand on l'a présenté à des producteurs, à des personnes qui pouvaient travailler sur... Ils ont dit, mais c'est génial, c'est super, c'est hyper beau, puis en plus le violet, on le voit pas forcément souvent. Et alors la plume, c'est important, c'est un roman épistolaire, on est obligé d'y passer. Il y a la notion, en plus, il y a ce côté un peu double jeu dont je parle d'ailleurs dans l'une des chansons, où on dit malgré nos plumes, on n'est pas des anges. Et c'est vraiment l'idée de, en gros, on peut prendre la plume et on va en faire ce qu'on veut. On va griffonner des mots sur le papier et en réalité, on va tourner ça de manière... par exemple, on parlait tout à l'heure du personnage d'Émilie. La scène où justement Valmont écrit une lettre sur le dos d'Émilie, et une lettre, c'est la lettre la plus ambiguë qui puisse exister, c'est-à-dire qu'on peut la lire complètement dans deux sens. Et c'est vraiment ça qu'on voulait mettre en avant, c'est on a le côté plume, mais on n'est pas des anges, et derrière ce qu'on va en faire peut être complètement malsain. Et c'est ça la force de ce spectacle et de cette histoire en réalité, c'est d'être capable de manipuler entièrement, jamais par le physique, toujours par les mots, toujours par les doubles sens, toujours par les sous-entendus. Et la couleur violette, Il y a un double sens du coup aussi là-dessus, en fait, sur cette couleur violette. Alors, vas-y. C'est les taches d'encre en fait. Et la couleur qu'on a choisie ne permet pas de distinguer s'il s'agit d'encre ou de sang séché en fait. Ouais.
Donc on ne sait pas si c'est voilà, si c'est vraiment l'écriture elle-même, l'encre elle-même. En plus, le violet est une couleur, dans le langage des couleurs, c'est une couleur assez noble, mais c'est une couleur également de deuil. C'est la couleur qu'on met généralement pour après la mort du roi, on met une espèce d'indigo foncé un peu violet. Et c'est vrai que du coup, l'idée d'avoir ce côté à la fois encre et en même temps sans sécher était assez intéressante. Et puis, en réalité, à la base, on a vraiment essayé sur plein de couleurs. Et quand on est tombé sur le violet, on a fait ah ouais, ok. Ça a vraiment de la tronche. Et du coup, on est allé voir un peu le sens de la couleur. On s'est dit, ouais, on garde. C'était plutôt pas mal. Ça fonctionne bien. Donc, ouais, on est parti là-dessus. Et comme ça se termine, on veut pas faire du spoil, mais l'histoire se termine pas bien. Voilà, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, ça se termine très mal. Donc, on s'est dit, après tout, le côté sans sécher est tout à fait adéquat par rapport à ce qu'on avait envie d'amener. Donc voilà, c'est bien ça. Là, vous êtes les créatifs du spectacle, mais vous êtes aussi comédien, chanteur, danseur sur des spectacles précédents. Est-ce que c'est plus facile ou plus difficile de se dire là on crée le spectacle et on joue pas dedans, ou peut-être même que vous allez jouer dedans, je ne sais pas. Je te laisse répondre. Non, enfin, moi je ne veux pas jouer dedans parce que moi je. Non, c'était une question, non, je ne sais pas. Question. Vraiment pas. Ah non, c'est pas Mais non, mais parce c'est- que si on se met comme compositeur, ou auteur-compositeur, puisqu'on est les deux, enfin moi je veux garder ma place d'auteur-compositeur où je dirige les gens, où je fais vivre la musique, et parce que si on fait tout, après on pourra pas. Enfin, moi j'ai fait des gros spectacles et c'est impossible à gérer en répétition de faire plusieurs choses, quoi. Il faut vraiment que les comédiens puissent aller d'un atelier à l'autre, j'ai envie de dire, pendant que je prends cela pour la choré de machin, tu prends un tel en studio, en piano pour répéter une chanson, enfin voilà. Du coup, si l'équipe créative n'est pas scindée, que chacun a son département, c'est foutu. Alors en plus jouer dedans, alors c'est peut-être possible, peut-être que je le ferai un jour, mais là, non. Non, je suis assez d'accord. Moi, c'est pas... bon, moi, c'est un peu différent parce que moi, je fais plus un travail en arrière-plan. Moi, je travaille beaucoup comme coach. Je chante et je fais de la scène, mais c'est vraiment plus pour le plaisir en fait. C'est vraiment quelque chose. Je ne me qualifie pas, mon travail ne se qualifie pas à ça. Et c'est vrai que moi je préfère écrire, je préfère composer, je préfère diriger. Je suis coach vocal à la base, donc c'est vraiment ça mon métier. Et c'est vrai que l'idée de me trouver en arrière-plan, j'ai déjà travaillé sur des comédies musicales en tant que coach, et c'est vraiment ça moi qui me fait plaisir. Je travaille dans des théâtres, conservatoires et autres. Et la préparation de spectacles, de concerts, ça moi ça me fait plaisir. Il n'a jamais de toute façon été envisagé que l'on s'offre le moindre petit rôle là-dedans. Pas même passer le balai sur scène après juste pour le plaisir d'y être, c'est évidemment pas envisageable. Après, honnêtement, quand on a écrit le spectacle, je dois dire que il y a une des chansons, je me suis dit, j'aurais voulu être sur scène juste pour la chanter. Et donc du coup on s'est dit qu'on allait peut-être se faire un kiff un de ces jours, si on a la possibilité un jour, une fois le spectacle monté, de venir au final et de se dire on se la fait tous les deux. Ça peut être fun. Ça peut être fun, mais évidemment non, je pense qu'on a besoin d'avoir chacun sa place. Être acteur et spectateur, de diriger, d'être sur scène, c'est pas. Je pense qu'on peut le faire, mais on a fait le choix de ne pas le faire pour vraiment faire les choses à fond et bien. Et puis voilà, je pense que c'est pas plus mal parce que c'est notre premier bébé, donc c'est bien qu'on arrive à rester à notre place à cet endroit-là. Donc ouais.